Bienvenue dans Real Talk avec Cyrus Jansen. Aujourd'hui, notre invité spécial en studio est le colonel Douglas McGregor. Vous savez, je voulais vous réinviter dans l'émission parce que nous assistons à une très grande escalade potentiellement ici entre les États-Unis et l'Iran. Et vous savez, il semble que Donald Trump s'enfonce de plus en plus dans ce piège de l'escalade, où après plus de 5 mois, il ne semble vraiment rien avoir été accompli par l'armée américaine, très peu d'objectifs stratégiques atteints et en réalité beaucoup de chaos et beaucoup d'incertitudes. Bientôt début août. Quel est votre avis actuel sur la guerre contre l'Iran? Eh bien, si nous pouvions juste prendre un instant de recul, car j'aimerais examiner ce qui se passe avec l'Iran et ce qui se passe au Moyen-Orient dans un contexte stratégique plus large ou plus vaste. Vous savez, Il me semble que les conflits avec la Russie et l'Ukraine, l'Iran au Moyen-Orient, est finalement ce que j'appellerais un conflit larvé ou une guerre froide avec la Chine ont atteint un tournant. Et il y a beaucoup de gens qui observent tout cela. Et ils se disent, d'accord, nous avons deux guerres ouvertes, une guerre froide. Et est-ce qu'elles sont en train de fusionner pour devenir une guerre plus vaste et plus dangereuse? Et je pense que nous devons revenir en arrière et nous concentrer sur les missions initiales des trois conflits, puis regarder où nous en sommes aujourd'hui. Quand on parle de l'Ukraine, je veux dire, l'objectif de cette mission vraiment n'a pas changé. Je dirais simplement que cela n'a pas fonctionné. Vous savez, il s'agit d'épuiser la puissance militaire et économique russe en Ukraine en utilisant le soutien technique et financier des États-Unis et de leurs alliés, jusqu'à ce que les Russes s'effondrent tout simplement. Leur société s'effondre, leur gouvernement tombe, et l'Ukraine en sort triomphante. Eh bien cela n'arrivera pas. Donc, c'est évidemment une impasse. Je ne sais pas ce que cela implique pour l'avenir, car la signification de cette récente réunion n'est pas claire pour moi. Et quand vous allez au Moyen-Orient, là-bas la mission n'a pas vraiment changé de façon spectaculaire. Elle a évolué. Vous savez, au final, nous sommes allés là-bas pour soutenir Israël dans sa guerre impitoyable de destruction contre les ennemis d'Israël. Et qui sont ces ennemis? Eh bien il y en a beaucoup, et ils se multiplient, Cyrus. Ils sont de plus en plus nombreux à s'en rendre compte. Mais au minimum, on parle du Hamas, du Hezbollah, du Front de mobilisation populaire irakien et de l'Iran. De plus, j'irais même jusqu'à dire des centaines de millions de musulmans qui désormais détestent et méprisent non seulement Israël, mais aussi les États-Unis. Et toute l'idée a été de faire en sorte que tout le monde se soumette aux exigences d'Israël, au projet du grand Israël, et adore Israël comme une idole. Ce qui était intéressant, c'est notre récente discussion avec l'Arabie Saoudite sur une possible coopération pour développer un accord nucléaire. Tout s'est soudainement terminé, car une partie de la demande sur laquelle nous avons insisté était que nous revenions aux accords d'Abraham, qui sont à peu près aussi populaires que la peste au Moyen-Orient. Donc, cela n'est plus d'actualité. Nous ne semblons pas vraiment comprendre ou apprécier ce qui s'est passé. Nous avons tendance à voir tout le monde comme quelqu'un qui peut être soudoyé, franchement, qui n'a aucun principe, aucune racine, qui ne croit en rien. Eh bien, ça ne marche pas très bien. Je pense franchement que c'est notre situation actuelle. On n'a pas besoin d'évoquer la Chine tout de suite, mais il faudra en parler car cela fait partie d'une guerre froide. oui, Je pense que la direction chinoise le sait. Et les Chinois sont en train de la gagner. Nous sommes en train de la perdre. Donc je dirais que les trois guerres se sont transformées en défaites pour les États-Unis. Et vous savez, pour être franc, Trump en a hérité d'au moins une. C'est la guerre en Ukraine. Je pense qu'il a créé inutilement la guerre froide avec la Chine. Il aurait pu prendre une direction très différente. Grosse erreur. Et puis bien sûr, il a plongé à pieds joints dans ce bourbier créé par Israël au Moyen-Orient. Et ça ne se passe bien d'aucune façon. Donc quand vous parlez de la guerre avec l'Iran, en réalité, il faut maintenant parler de quelque chose de bien plus vaste, qui est vraiment régional. Et tout déborde, comme nous l'avons vu très récemment, avec les attaques que nous, et les Saoudiens, avons menées contre les forces de mobilisation populaire en Irak. La plupart des Américains ignorent que le Parlement et le gouvernement irakien ont souvent tenté de nous expulser d'Irak ces dernières années. Donc, cela fait partie de la guerre. Le Hamas prospère toujours, il est toujours là. Les Israéliens continuent d'assassiner des gens chaque jour à Gaza, à un rythme moindre, mais de façon assez constante. Ils tentent désormais de gazafier le Liban. La Syrie fait partie du problème. Nous ne savons pas exactement quelle direction prennent les choses là-bas, car je ne pense pas que M. Erdogan, qui contrôle cet endroit,
et décider jusqu'où il veut aller. Nous tentons de soudoyer Erdogan avec des F-35 et divers accords pour le garder de notre côté. Mais la population turque, et les Turcs en particulier en tant que groupe, détestent et méprisent totalement Israël en ce moment. Et ils n'ont pas beaucoup d'estime pour nous non plus. Le Caucase est en flammes. Vous savez, on n'est pas sûr de ce qui se passe là-bas avec l'Azerbaïdjan, qui était auparavant une plateforme pour les Israéliens lorsqu'ils ont attaqué l'Iran, et qui est favorable à l'État israélien. Nous pensons qu'Erdogan leur a dit de se retirer un peu. Donc peut-être qu'ils l'ont fait, car ils finissent par se soumettre aux exigences d'Ankara. Ils considèrent Ankara comme le grand frère, ou le frère aîné. Les Russes sont dans le Caucase et essaient de préserver l'équilibre. Ensuite, nous descendons plus au sud. Nous regardons à l'intérieur de l'Iran et nous essayons de soutenir tous ceux qui ont quelque chose à reprocher à l'Iran. Les Kurdes, les Baloutches, vous savez, je suis sûr, en fait, je sais, que nous avons essayé de convaincre, croyez-le ou non, des Afghans d'attaquer d'une manière ou d'une autre l'Iran, ou au moins de nous permettre d'attaquer l'Iran. Je veux dire, c'est une catastrophe qui ne fait que s'aggraver. Personne ne semble être aux commandes. Il n'y a jamais eu de stratégie. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter Donald Trump. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, je pense que, vous savez, 3 ou 4 jours de bombardement et ce gouvernement tombera. La population est opposée au pays. 80% se soulèveront, bla bla bla. D'accord. Ça n'a pas vraiment bien marché. Donc on a tué tous ceux à qui on parlait. Ça n'a pas très bien marché, parce que les personnes qui leur ont succédé sont plus dures, meilleures, plus intelligentes, franchement, et plus efficaces à bien des égards. La population est désormais plus déterminée, et soutient ce gouvernement comme jamais. Alors maintenant, eh bien nous allons détruire l'Iran. Nous allons mettre fin à cette civilisation en une nuit. Je peux le faire, et je le ferai. Et ainsi de suite. Que fait-on? C'est ce que j'ai vu durant la campagne aérienne du Kosovo. Trouver quelque chose à bombarder. Trouver des cibles. Vous jouez à une sorte de chasse aux cibles qui surgissent de partout dans le pays, en essayant de traquer tous ces lanceurs, sites de missiles, dépôts, et ainsi de suite, sans parler de ce plutonium insaisissable. Ça n'a pas l'air de très bien se passer. Ça n'a pas été très efficace. Les Iraniens sont sortis du dernier round avec au moins 70% de leurs missiles et leur capacité préservée. J'imagine qu'à ce stade, on est bien à 85%. Et ils bénéficient à la fois du soutien chinois et russe. Ni Moscou ni Pékin n'ont intérêt à voir le pays détruit. D'ailleurs, même si les Turcs sunnites n'apprécient pas particulièrement les chiites, ils ne souhaitent pas non plus voir l'Iran être détruit. Vous voyez donc cette coalition à la fois d'État islamique et de puissance extérieure, toute déterminée à ce que, quoi qu'il arrive, l'Iran survive. L'Iran a prouvé qu'il peut survivre. Il a survécu. Maintenant, il passe à l'étape suivante, qui consiste à nous chasser de la région, nous expulser complètement. Comment faire? Eh bien, on détruit toutes les bases. Et cela a le côté satisfaisant de montrer à quel point nous sommes incapables de défendre nos propres bases, sans parler de nos partenaires. D'accord. Donc si on prend tout cela en compte, je pense que toutes les guerres sont devenues des actions d'arrière-garde. Ne revenir pas ce qui s'est passé en Ukraine. On ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé avec l'Iran. Il n'y a pas de solution miracle qui va transformer la défaite en victoire. Ça n'arrivera pas. Puisqu'il n'y avait pas de stratégie et que les stratèges qui nous ont mis dans ce pétrin sont toujours aux commandes, je pense qu'il y a une grande confusion à la Maison Blanche. J'aurais aimé pouvoir entendre ce qui s'est dit lors de ces réunions, mais je ne vois rien d'important qui en ressorte, à part cela. Trump, qui voulait récemment expulser Zelensky du bureau ovale, le considère désormais comme son fils perdu de vue depuis longtemps. C'est immensément stupide, mais vous savez, tant pis. C'est presque comme s'il ne comprenait pas que tout est une cause perdue. Mais la vérité, c'est qu'en termes militaires, il mène une action d'arrière-garde. Pourquoi? Eh bien, tout ce que nous appelions autrefois, comment déjà, l'ordre mondial libéral fondé sur des règles, qui étaient toujours plus imaginaires que réelles, parce que c'est nous qui faisions les règles. C'est essentiellement un ordre hégémonique libéral, dirigé par les États-Unis, dans lequel tout le monde, parce que nous étions la première puissance économique et militaire, était tout à fait prêt à faire ce que nous disions, parce qu'ils voulaient pas qu'on leur fasse du mal. Et aussi parce qu'ils voulaient garantir l'accès à nos marchés. Ils acceptaient volontiers la présence de nos forces pour les protéger du communisme et de l'expansion soviétique. Eh bien, tout cela a disparu. Notre richesse n'est plus ce qu'elle était. En fait,
Nous nous sommes ruinés, inutilement, partout dans le monde. Notre monnaie est en grave difficulté. Nos rendements obligataires augmentent. Les gens vendent nos bons du trésor. Plus personne ne veut jouer au jeu du pétrodollar, c'est-à-dire recycler l'argent via New York. L'invité d'aujourd'hui concerne chacun d'entre nous. Votre argent. Tout d'abord, voici jusqu'à 350 € de bonus pour commencer. C'est vraiment une première pour moi. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que la plupart des gens ont peur d'investir leur argent? Car ils ne peuvent prédire la bourse? Alors, quelle est la solution? Toutes ces fluctuations me stressent, donc je préfère quand je suis placé sur Mintos. Qu'est-ce que Mintos exactement? Ici, c'est Mintos. J'investis dans des prêts et je génère des rendements stables allant jusqu'à 11%. D'accord, maintenant c'est intéressant. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour. Donc, au lieu de deviner le marché, ici, tout est structuré. Vous choisissez le rendement, la durée et le niveau de risque. Tout est défini à l'avance, et si vous ne voulez pas tout gérer manuellement, il existe des portefeuilles automatisés. Alors si je comprends bien, quand les gens ne contrôlent pas leur argent, je les contrôle. Et avec Mintos, ils me contrôlent. Recevez jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Les liens sont dans la description, les QR codes juste ici. Des rendements stables, aucune surprise pour vos investissements, et en plus de ça, un bonus. Ne ratez pas ça, et bonne chance. Notre monnaie est en grand danger. Alors la vraie question est, que faisons-nous? Eh bien nous menons un combat d'arrière-garde. Nous essayons maintenant de limiter les dégâts. Mais dans quelle mesure pouvons-nous vraiment limiter les dégâts? Ouais. Colonel, c'est un excellent aperçu et j'aime ce que vous avez dit à propos de la guerre avec l'Iran. C'est bien plus une guerre régionale maintenant, car l'effet de débordement est très important. Évidemment, nous avons vu des bases américaines partout dans la région être attaquées. Des soldats américains sont tués. Je veux dire, on en arrive vraiment à un point où Donald Trump ne peut plus le contrôler. Ce qui m'inquiète ici, c'est que Donald Trump risque de faire un geste désespéré et d'aggraver la situation. Je ne le vois pas reculer. Mais voyez-vous un scénario où, vous savez, les États-Unis enverraient réellement des troupes au sol, lanceraient une sorte d'invasion terrestre ou utiliseraient d'autres groupes dans la région pour lancer une guerre par procuration, un peu comme nous l'avons fait en Ukraine? Qu'en pensez-vous? Quel est votre avis sur une possible escalade et une invasion terrestre menée par les États-Unis à ce stade? Eh bien j'ai écrit quelque chose qui est sur mon Substack, et vous êtes bien sûr libre d'aller le télécharger, et de le publier sur votre site. Cela s'appelle « La guerre de Trump jusqu'au dernier missile ». Mon objectif était de passer en revue cela et d'expliquer 2 points. Tout d'abord, l'utilisation de forces terrestres dans le Golfe, que ce soit pour s'emparer de l'île de Kargil, d'Abu Moussa ou de plusieurs autres îles, ou pour prendre le port de Chabahar. Ces choses ne vous apportent rien. Elles ne changent rien. Et vous êtes à la merci de tous ces systèmes d'armes d'attaque par le haut. Autrement dit, une attaque par le haut signifie vraiment que quelque chose vous frappe à grande vitesse depuis le dessus ou un flanc, sans que vous puissiez l'arrêter. Nous l'avons compris, nous ne pouvons pas stopper les attaques sur nos bases. Maintenant, pourquoi voudriez-vous mettre, disons, 5 ou 10 000 fantassins légers, peu importe à quel point ils sont bien équipés, bien entraînés ou bien commandés, dans l'un de ces endroits? Je veux dire, vous les mettez là-dedans, ils feront ce que vous leur direz de faire. Et ensuite, ils doivent se protéger. Et comment se protègent-ils contre ce système d'attaque par le haut? Ce système de frappe ISR, comme je l'appelle? Ils ne peuvent pas. Sous surveillance constante, s'ils bougent, parlent ou se déplacent, ils seront identifiés et ciblés. Que font-ils en cas de blessés? Comment les évacuent-ils? La seule île franchement qui possède une véritable source d'eau douce, c'est l'île de Karg. Toutes les autres ne sont que des rochers. Alors, comment approvisionnez-vous en eau? Eh bien, alors nous débarquerons à Bandar Abbas, d'accord, une ville de 250 000 habitants. Je ne sais pas combien il y en a en ce moment. Et vous avez le réacteur nucléaire de Boucher. Que voulez-vous faire? Capturer le réacteur? Vous capturez le réacteur et les personnes autour. Quel intérêt? C'est un atout de négociation. Et si quelqu'un le frappe avec quelque chose? Alors vous avez irradié toutes vos troupes. Un accident là-bas est fatal. Les Iraniens peuvent se retirer ou évacuer. Que fait-on? Quand tu commences à détruire toutes ces usines de dessalement et l'infrastructure pétrolière, l'Iran riposte contre tout ce qui reste dans le Golfe. Et tu sais, ça fait des semaines qu'on le dit. Je crois être déjà venu dans ton émission, et j'ai dit
Si on arrêtait maintenant, et je disais ça il y a des semaines, on pourrait sans doute s'en remettre de la situation actuelle dans le Golfe, c'est-à-dire du système énergétique mondial. On peut s'en remettre en 2 ou 3 ans. Et cela dépend de la fin de tout conflit. Parce que tant qu'il y a un conflit, quel qu'il soit, personne n'ayant de l'argent à investir, personne n'ayant de l'argent à prêter, n'ira là-bas pour financer la reconstruction. C'est ça. Donc rien ne changera. Des gens disent, ils construisent des pipelines pour contourner tout ça. Ce n'est pas vrai. Rien n'est construit là-bas actuellement. Et pourquoi le ferait-on ? Pourquoi investir massivement dans quelque chose qui pourrait être détruit demain ? Donc vous savez, la question est, si vous revenez en force maintenant, en partant du principe que, eh bien cette fois, nous pouvons identifier les bonnes cibles, On peut vraiment leur faire mal cette fois. Cette fois, ils capituleront. Tout cela me semble illusoire. Si tu y retournes maintenant, il faudra une décennie ou plus avant que quoi que ce soit ne se rétablisse là-bas. Ce qui signifie que tu as non seulement perdu le contrôle du détroit d'Ormuz, Ce qui est non seulement embarrassant évidemment, mais c'est aussi une situation irréversible. nous avons beaucoup d'expérience à ce sujet. Je crois avoir parlé dans ton émission des Dardanelles et de ce qui est arrivé aux Britanniques et aux Turcs. Et les Turcs ont tenu les Dardanelles, et les Britanniques n'ont pas pu les déloger. Ils ont débuté avec 50 000 soldats lors du débarquement britannique. Et 9 mois plus tard, ils en avaient 500 000. Ils n'ont rien pu faire. Ils devaient les faire sortir. Et ils sont partis et n'ont jamais réessayé. Et quand la guerre s'est terminée, même si les Turcs étaient du côté des perdants, tout le monde a décidé de remettre les Dardanelles aux Turcs, à condition que nous respections tous ce qu'on appelle la Convention de Montreux. Et d'ailleurs, les Turcs facturent des frais pour le passage, et ainsi de suite, parce qu'ils doivent l'entretenir. Ce n'est pas gratuit. On ne peut pas simplement rester là sans rien faire, en pensant que tous les canaux resteront ouverts et qu'ils ne s'ensableront pas, et ainsi de suite. C'est du travail. Maintenant, nous sommes contrariés, parce qu'à cause de notre attaque, nous ne pouvons pas contrôler le détroit. Nous n'allons pas prendre le contrôle du détroit. Il faudrait 100 000 soldats, et on en perdrait probablement un grand nombre, et ça ne durerait pas. Je veux dire, c'est ce qu'ils ont découvert dans les collines de Jordanie. Pourquoi ne pas revenir au protocole d'accord? Parce que ce n'était qu'un constat de fait. Ils prévoyaient des choses qui ne nous plaisaient pas, mais nous avons perdu la guerre. C'était la décision intelligente à prendre quand il l'a signée. Et il l'a compris parce qu'il a dit « Je dois remettre en marche le complexe énergétique mondial. Il faut ouvrir ce détroit. C'est plus important. » Oui, monsieur le président. C'est plus important que vous et que tout ce qui se passe aujourd'hui sur cette planète pour des milliards de personnes. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est retiré. Il a redoublé d'efforts, causant encore plus de dégâts. Et je pense qu'il est enclin en ce moment à opter une fois de plus pour la force. Il semble aimer la force. C'est une personnalité qui pense « Eh bien, si tu ne m'écoutes pas, je dois t'écraser. » Et tu sais, on a déjà parlé des règles de Roy Cohn, n'est-ce pas ? Ce sont ces choses qui ont défini Trump. Mais je ne pense pas que ça va marcher. Je pense que ce sera désastreux. Et pendant ce temps, la Chine est devenue plus forte et continuera de se renforcer, non pas parce que nous avons déclenché des guerres, mais parce qu'elle est restée à l'écart de ces guerres. C'est exact. Et c'est la leçon à retenir. Nous, Américains, comprenions très bien cela autrefois. Et il semble que nous l'ayons oublié. Concernant la Chine, elle s'est développée pacifiquement ces 40 dernières années. Elle ne s'implique pas dans beaucoup de guerres et consacre certainement beaucoup de son temps, de ses ressources et de son énergie à elle-même. C'est pourquoi la Chine a connu une montée spectaculaire ces 40 dernières années. Connell, j'aimerais parler de Netanyahou et de sa visite aux États-Unis. Il vient d'arriver à Washington, vous savez, tapis rouge bien sûr, avec Donald Trump. Il vient sûrement assister aux funérailles de Lindsey Graham, grand admirateur de Netanyahou et du régime israélien. Mais j'aimerais avoir votre avis sur cette rencontre potentielle et sur ce qui, selon vous, se passe en coulisses entre Netanyahou et Trump. De quoi pensez-vous qu'ils discutent? Je veux dire, je ne peux pas imaginer qu'ils soient tous les deux satisfaits à ce stade après 5 mois de guerre. Rien ne s'est vraiment passé comme ils l'auraient voulu, ni pour l'un ni pour l'autre. Selon des sources israéliennes, 92% des Israéliens pensent en fait que les États-Unis ont perdu la guerre. Alors que pensez-vous que cette réunion stratégique va permettre d'accomplir? À votre avis, de quoi parle-t-il maintenant? Tout cela n'est que pure spéculation. Mais nous pouvons partir de certaines hypothèses que j'appellerais inébranlables. Zelensky et Netanyahou font partie de la même cabale, soutenue par la plupart des mêmes milliardaires sionistes, qui détestent la Russie, détestent l'Iran
et aimerait voir les deux détruits. Donc Tous les deux ont le même intérêt, à savoir faire durer la guerre. Quoi que vous fassiez, monsieur Trump, n'arrêtez pas. Continuez à acheter. Continuez à nous envoyer de l'argent. Continuez à nous envoyer du matériel et des fournitures. Aidez-nous à financer davantage de forces mercenaires. C'est l'Ukraine, vous savez, et nous allons gagner. Donnez-nous juste un peu plus de temps, et nous allons nous en sortir, et gagner. Bien sûr, la moitié de ce que vous donnez à ces gens finit sur des comptes bancaires à Chypre ou ailleurs, car ce sont de terribles escrocs et criminels. Mais malheureusement, il semble que le président Trump ait été conseillé par ces manipulateurs qui le possèdent, ainsi que d'autres, pour aller dans ce sens. Donc je suppose qu'on va présenter une sorte de plan pour envoyer X millions de dollars et encore plus d'équipements. Ça ne changera rien. L'Ukraine est en train de perdre cette guerre. Toute la posture des forces russes est en train de changer. Et la Russie avance maintenant agressivement vers l'ouest. Et Odessa est désormais inutile aux Ukrainiens comme soutien. Elle aurait dû être fermée il y a longtemps. Et maintenant, l'Ukraine est une entité enclavée, sans valeur particulière pour qui que ce soit. Les Russes entrent dans Kharkiv. Donc je pense que dans le mois ou deux à venir, l'Ukraine risque fort de s'effondrer d'elle-même à ce stade. Je ne pense pas que le MI6, la CIA des centaines de millions de dollars et encore plus d'équipements puissent les sauver. Je pense que c'est fini pour eux. Il manque aussi de main-d'œuvre. Et même dans la partie ouest de l'Ukraine, qui est historiquement la plus anti-russe, la plus anti-communiste, et je connais ces gens-là. J'ai grandi avec certains, et je les ai aimés. Mais ils se sont maintenant opposés au gouvernement. Ils refusent que leurs familles soient massacrées sur le champ de bataille par la direction ukrainienne, qui les considère comme de la chair à canon. Donc je pense malheureusement que Zelensky partira avec quelques paroles condescendantes et quelques promesses. Sans aucun doute, vous savez, le Congrès répondra présent parce qu'il profite des armes et tout ce qui est envoyé là-bas. Ensuite, nous arrivons à Monsieur Netanyahou. Et bien sûr, Monsieur Zelensky fera tout ce qu'il peut pour s'attirer nos faveurs, y compris dire « j'entrerai en guerre contre l'Iran ». D'accord, merci. Et maintenant, vous vous tournez vers Monsieur Netanyahou. Monsieur Netanyahou a perdu la guerre. Israël est en réel danger de disparaître. Dans toute la région, toutes les élites disent privées la même chose. De la frontière indienne jusqu'au Maroc, dans le monde islamique. Sykes-Picot est mort. Il ne sera pas restauré. En d'autres termes, quand cela prendra fin, cette guerre, la carte ne ressemblera plus à ce qu'elle était auparavant. Je ne pense pas que le président Trump comprenne vraiment cela. Et je pense que M. Netanyahou vit dans ce monde imaginaire du projet du Grand Israël. Ce qui signifie que nous allons nous battre perpétuellement contre tous ceux de la région. Quiconque dans la région refuse de se soumettre à Israël. Nous n'allons pas faire ça. Cette époque est révolue. Il pourrait vraiment être destitué. Je parle de Trump. Je parle aussi de Netanyahou. Bien sûr, retirer Netanyahou ne change pas la mentalité en Israël. Il continue de croire corps et âme en ce que j'appellerais la suprématie juive et l'hégémonie israélienne, qui sont fortement soutenues à New York et sur les marchés financiers du monde entier. Mais cela ne va pas fonctionner, parce qu'ils ont tout le monde contre eux maintenant. Le seul qui n'a pas rejoint le combat directement, c'est bien sûr M. Erdogan. Mais je pense que cela viendra. Parce que derrière tout cela, il y a aussi le développement des BRICS. Et les BRICS finiront par inclure les Turcs ainsi que les Iraniens et tous les autres, du moins ceux qui veulent se remettre de cette guerre stupide. Si vous ne rejoignez pas les BRICS, vous ne pourrez pas beaucoup commercer. Ils ont déjà commencé à commercer en yuan, et le yuan sera effectivement adossé à l'or. Où cela nous mène-t-il? Nous sommes exclus. Comme je l'ai dit, c'est une posture d'arrière-garde. Et Trump devra faire ce qu'il pense pouvoir faire pour les Israéliens, ainsi que pour Zelensky, tout en essayant à sa manière maladroite, avec des tarifs douaniers, des sanctions et d'autres mesures, de nuire à tout le monde, y compris à la Chine. Tout cela va échouer, il n'y a aucune chance de succès. Il serait évidemment plus intelligent de faire l'inverse de ce qu'il fait. Mais il n'y a aucune réflexion stratégique, absolument aucune. Vous savez,
La meilleure illustration du type de stratégie que nous devrions adopter a été suivie par la Grande-Bretagne de 1795 à 1815. Et ils étaient périodiquement en conflit avec la France révolutionnaire et la France napoléonienne. Puis ils faisaient la paix parce qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Où ils avaient subi un revers. Ils ne pouvaient pas s'en sortir en achetant ou en combattant. Et il n'y avait aucune honte à cela. On s'arrêtait simplement. On trouvait un compromis. On se retirait. On attendait. Et vous construisiez vous-même des structures alternatives, avec des alliés, partenaires, etc. Mais cela demande de la patience. Cela demande de la compréhension. Cela demande une continuité de réflexion au sein du gouvernement. Nous n'avons rien de tout cela. Oui. Colonel, comment pensez-vous que cela va se passer pour Donald Trump alors qu'il reste moins de 100 jours avant les élections de mi-mandat? C'est évidemment le grand événement à venir aux États-Unis. On pourrait potentiellement voir les démocrates prendre le contrôle de la Chambre et du Sénat et au final avoir un moyen de vraiment arrêter complètement Donald Trump. Pensez-vous que jusqu'à présent, cette guerre avec l'Iran a été un tel désastre pour Donald Trump que cela pourrait être le résultat le plus probable, qu'il pourrait potentiellement perdre son pouvoir et que les élections de mi-mandat pourraient basculer du côté démocrate? Quelles sont vos réflexions sur les élections de mi-mandat? Je pense que les élections de mi-mandat importent peu, car les deux partis sont des désastres. Je pense que si vous vous concentrez sur Donald Trump, la question est de savoir s'il sera destitué avant la fin de l'année ou s'il restera en place jusqu'en 2027. Cela dépend principalement de l'économie. Maintenant, j'ai cherché des personnes qui sont mécontentes de la guerre. Et il y en a aux États-Unis, certaines personnes le sont. Beaucoup de gens aux États-Unis ne comprennent pas cela. Je veux dire, l'ignorance est répandue. Allons bombarder ces bougnoules. Vous savez, je me fiche du nombre de musulmans qui meurent. Je veux dire, j'entends ce genre de choses tout le temps. Absolument. C'est stupide, mais c'est le fruit d'un lavage de cerveau depuis des décennies. On ne peut pas juste l'arrêter et faire comprendre aux gens que ce n'est pas le cas. Ça nuit à la Russie car beaucoup insistent. On connaît les Russes depuis la guerre froide, ce sont des méchants. Mais ce n'est plus l'Union soviétique. Partez, ce sont les mêmes. Vous avez donc un problème parmi la population américaine, un manque aigu de compréhension et, pour être direct, d'ignorance. Mais il y a plus d'Américains que jamais qui ressentent la hausse de l'inflation, la hausse des prix. L'économie, contrairement à ce que le président Trump ne cesse d'affirmer, n'est pas bonne. Elle n'est pas robuste. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ont voté pour lui au départ, souvenez-vous, parce qu'il allait se concentrer ici, chez nous. Il parlait autrefois de la dette et du danger pour l'économie. Il parlait de trouver un moyen de s'en sortir par la croissance. Eh bien, sortir de cette situation par la croissance est maintenant une impossibilité. Au mieux, on peut espérer un défaut de paiement. Et ce défaut peut être géré. Ce sera douloureux, car toute cette nation subsiste grâce à l'énergie bon marché et au crédit bon marché. Si vous n'avez pas d'énergie bon marché, vous n'avez pas de crédit bon marché. Si vous n'avez pas de crédit bon marché, eh bien vous finissez par payer des taux exorbitants pour l'argent que vous empruntez, afin d'acheter une maison, construire un bâtiment ou mener une entreprise. Nous avons donc été très chanceux. Tout cela est lié à la stupidité de ses actions au Moyen-Orient et vis-à-vis de la Chine, ainsi qu'en Europe et en Ukraine. Donc s'il continue à s'autodétruire, ce qu'il fait vraiment, et à ce stade je pense qu'il y a de fortes chances qu'il le fasse, il va redoubler d'efforts encore une fois. Il fera ce que M. Netanyahou demande. Et je suis sûr qu'il pense probablement, eh bien j'ai assez de soutien des milliardaires sionistes qui soutiennent et poussent toutes ces choses pour pouvoir résister à toute tentative de me destituer. Cela peut être vrai ou non, si la situation s'aggrave beaucoup. Et je pense que ça va empirer. Je pense que vous allez voir le baril à 150 $, ou plus. Je pense que si vous parlez à Jeff Curry, il avancera le même type d'argument, ou Ray Dalio, ou Luke Groven, vous savez, ou encore Gundlach, Jeffrey Gundlach. Toutes ces personnes sont très intelligentes. Elles sont dans le métier depuis des années. Rogers en est un autre. Ils disent tous en gros, écoutez, il ne nous reste qu'un pied sur la falaise. Nous sommes déjà en train de basculer dans l'abîme. Donc si j'ai raison et qu'ils ont raison et que c'est le cas, non, il va avoir du mal à rester en fonction. Et que ce soit maintenant ou plus tard, il partira.
Oui, mais je veux dire, je pense que tu as touché le point le plus important pour tous les Américains. Je veux dire, la chose principale, c'est certainement l'économie. Je veux dire, quand on regarde le prix de l'essence, qui est toujours, tu sais, à des niveaux historiques, ça ne fait qu'empirer. J'étais en Californie, le diesel était presque à 8 $ le gallon. Je veux dire, comment l'économie des États-Unis peut-elle fonctionner quand l'essence et le pétrole sont aussi chers? Et maintenant, on regarde l'Iran, tu sais, qui ferme en fait l'autre côté de l'Arabie Saoudite, d'où ils exportent, n'est-ce pas? Je pense que c'est plutôt le Hezbollah. Le Hezbollah a fermé cette autre voie d'exportation de pétrole. Donc, je pense qu'on va avoir de graves difficultés économiques ici à l'automne. Et je veux dire, tu penses que Donald Trump devra finalement conclure un accord similaire à celui où, tu sais, à l'origine, il a signé le protocole d'accord et a essentiellement dit, écoutez, on devait le signer, sinon l'économie mondiale s'effondrerait. Nous savons que la réserve stratégique de pétrole américaine est très basse. En fait, c'est la Chine qui a vraiment sauvé l'économie mondiale parce que la Chine a cessé d'importer autant de barils de pétrole et a permis à ces barils de pétrole d'aller vers d'autres nations dans le monde, car la Chine possède la plus grande réserve stratégique de pétrole au monde avec plus de 1,4 milliard de barils. Il pourrait survivre plus d'un an si besoin grâce aux immenses réserves de la Chine. Encore une fois, le monde doit remercier la Chine d'avoir sauvé l'économie, mais Trump a finalement montré ses cartes. Il doit conclure un accord où il doit agir ou bien assister à un effondrement économique mondial. Est-ce qu'au fond, colonel, Donald Trump devra finir par céder? Eh bien, deux choses. Tout d'abord, la plupart des Américains ne comprennent pas ce que vous venez de dire à propos de la Chine. On leur a dit que la Chine veut nous détruire. La Chine veut nous remplacer. Les Chinois ne cherchent pas à nous remplacer, ni à avoir quoi que ce soit à voir avec la monnaie de réserve. C'est étrange d'entendre les gens en parler ainsi. Ils nous détestent. Nous sommes en guerre avec la Chine. Non, pas nécessairement. Vous êtes en concurrence avec la Chine, et vous gérez mal cette concurrence. Mais ce n'est pas une guerre. Si, nous le sommes. D'accord, très bien. Vous avez le même problème avec la Russie. Je pense que le problème, c'est que Donald Trump ne peut pas signer grand-chose. Parce qu'à ce stade, le meilleur accord qu'il ait reçu est celui qu'il a jeté. Le protocole d'accord. Ce protocole d'accord, aussi humiliant qu'il ait pu le trouver, était une excellente occasion de s'en sortir et de mettre fin à toutes ces absurdités. Mais tu sais, il est la marionnette du lobby juif. Il leur a essentiellement vendu son âme. Il a hypothéqué sa vie et sa présidence au lobby israélien. Voilà tout. Ils n'accepteront pas ça. Donc quand cela prendra fin, et ça arrivera, tout finit à un moment donné. Et cela pourrait se terminer de façon catastrophique d'ailleurs, y compris par l'utilisation d'armes nucléaires, parce que les Israéliens pourraient imprudemment en prendre l'initiative. Mais j'espère que non. Mais quand cela se terminera, nous partirons simplement. C'est toujours ce que nous faisons. Quand je le dis aux gens, ils me regardent sans réaction. J'ai rappelé que nous sommes avant tout une puissance aérospatiale et navale. Notre armée était vraiment ridiculement petite et guère efficace. Elle est passée de ce qu'elle était en 1991 à presque rien. Elle doit être réorganisée, réorientée et accomplir certaines choses. Nous sommes avant tout une puissance aérienne et navale, comme vous le voyez actuellement. La puissance aérienne et navale a des limites identifiées que nous ne pouvons pas changer. Donc je pense que ce qu'il fait, c'est qu'il dit « J'ai fait tout ce que je pouvais, nous les avons tous détruits, il leur faudra des années pour s'en remettre. Donc, nous partons. » Et il dira quelque chose comme ça, et il partira à un moment donné. Le problème, c'est la défaite, les revers stratégiques, ce dont j'ai parlé au début, la destruction de cet ordre hégémonique va le suivre jusqu'à Washington. Et il en paiera le prix fort. Sa meilleure chance est passée. C'est fini pour une autre raison, et je sais que tu le sais, Cyrus. Personne ne le croit. Oui, je pense que sa crédibilité est presque complètement perdue à ce stade. Je suis totalement d'accord avec toi. Je veux dire, j'ai dit à un ami à moi, est-ce que tu achèterais une voiture d'occasion à Donald Trump? Il a commencé à rire. Il a dit bien sûr que non. Donc évidemment, non. Il t'amènerait cette Ford de 1957 fraîchement repeinte et te dirait « C'est la meilleure voiture du monde. Tu sais, il n'y a rien de mieux. » Et tu sais, il s'intéresse simplement à te soutirer ton argent. C'est ce qu'il a très bien appris à faire. Eh bien, ça ne te prépare pas à devenir président des États-Unis. Et puis, si tu ajoutes l'égomanie,
le narcissisme, le manque flagrant de compréhension, l'absence totale d'effort pour étudier quoi que ce soit. Je veux dire, quand tu discutes avec quelqu'un qui dit que le président aime regarder des vidéos, un de mes fils m'a parlé du jeu de rôle Grandeur Nature. Tu connais? J'en ai jamais entendu parler, non. Eh bien, c'est le fait de devenir un avatar. Tu joues à un de ces jeux, puis tu incarnes l'avatar et tu te déplaces partout. Et ils ont dit, papa, tu le comprends pas. Le président est trop dans le jeu de rôle. Il se croit dans un jeu. Il ne comprend pas ce qu'il fait. C'est ça. Je pense qu'il a perdu la capacité mentale de servir ce pays, surtout dans la plus haute fonction du monde. Je veux dire, c'est un poste très important et il est très difficile d'imaginer les États-Unis faire quoi que ce soit de ce que vous venez de prédire et finir par devoir se retirer. Et c'est toujours ce que nous faisons. C'est toujours ce que nous faisons. Regardez l'Afghanistan, vous savez, 20 ans, 2000 milliards de dollars pour remplacer les talibans par les talibans et stratégiquement n'avoir rien accompli dans la région, à part peut-être enrichir beaucoup de nos politiciens qui possèdent des actions dans l'industrie militaire. Vous savez, et cela semble être une grosse manœuvre. Nous connaissons le lobby juif. C'est frustrant, colonel, mais je suis heureux que des personnes comme vous participent à l'émission pour aider davantage d'Américains et de gens du monde entier à connaître la vérité. Colonel, je vous laisse conclure. Parlez-nous davantage de votre Substack et dites-nous où nous pouvons trouver plus de vos travaux afin que nous puissions continuer à vous soutenir. Eh bien, il y a 2 choses que les gens peuvent faire. La première, évidemment, c'est d'aller sur Warrior Diplomacy. C'est le Substack McGregor Warrior Diplomacy. Et maintenant, il y a aussi une chaîne YouTube, McGregor Warrior Diplomacy. Et je pense que, vous savez, beaucoup de choses sont publiées. Aussi bien des choses récentes que des choses plus anciennes. Je pense que cela intéressera les gens. Nous avons publié des textes que j'ai écrits il y a longtemps. Et les gens lisent ça et disent « Eh bien, c'est exactement ça ». Pourtant, dans certains cas, ces textes ont 10 ans. Et ils découvrent que, vous savez, les problèmes auxquels nous faisons face ne sont pas apparus du jour au lendemain. Et pour être juste envers Donald Trump d'ailleurs et Joe Biden, quand on regarde les problèmes que nous avons avec les missiles et les munitions, ils remontent à l'époque de George W. Bush. Décision prise à l'époque pour réaffecter des fonds. Et les forces aériennes et navales se sont retrouvées avec beaucoup moins de ressources pour l'avenir. Mais ils avaient aussi des dirigeants et hauts responsables cherchant à se mettre en avant et à faire avancer leur carrière. Ils étaient ambitieux et ils se sont pas très bien débrouillés. Donc, la combinaison d'un haut commandement militaire défaillant, ainsi que la réaffectation des fonds pour combattre, souvenez-vous, la guerre globale contre le terrorisme. Et ces fonds ont été principalement alloués à l'infanterie légère, aux Marines et à l'armée de terre. C'est de l'argent perdu, pour une cause qui était déjà perdue, qui n'avait aucun sens, et sous une série de hauts responsables militaires qui n'étaient pas très impressionnants. Donc, les problèmes que nous avons maintenant ont commencé il y a 30 ans. Merci beaucoup, colonel, pour votre temps. Nous ajouterons les liens vers votre Substack et votre nouvelle chaîne YouTube en description pour que chacun puisse suivre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Nous avons hâte de vous retrouver tous dans notre prochain épisode très bientôt.